malgré une épreuve qu'il a dû surmonter, une grave dépression nerveuse, eh bien, il a réussi à s'en sortir. Il en sort évidemment différent. Comme disait Laurent Thirionnet, il relativise davantage les choses. Il s'intéresse aussi, il a de la compassion aussi pour la douleur des autres. C'est exactement, ça rejoint l'ensemble des témoignages. C'est monsieur Philippe Labro. Il m'a fallu un moment pour accepter l'idée que c'était une dépression et que donc c'est une maladie et que donc ça se soigne et donc aller voir des gens qui pouvaient s'occuper de moi. Les gens qui souffrent d'une dépression sont effectivement plus aidés et ont un plus grand espoir de s'en sortir s'ils sont profondément soutenus quotidiennement par des gens qui doivent être patients, parce que un dépressif déprime les autres. Donc il faut d'abord être assez solide pour supporter la dépression quotidienne et le comportement quotidien d'un déprimé. Et il faut être très patient et très tolérant. Il faut se dire qu'il y a des phrases qu'il ne faut jamais prononcer. Il ne faut jamais dire à un dépressif, ou du moins au début, « prends sur toi », puisqu'il ne peut pas prendre sur lui. Il ne peut plus rien prendre, puisque son lui disparaît. C'est une perte d'identité à la limite. Qu'est-ce qui a été déterminant dans votre guérison ? Il n'y a pas un élément qui amène vers une guérison. C'est une conjonction, c'est une conjugaison, c'est une convergence d'éléments. Il y a d'une part effectivement les soins médicaux, hein, une fois qu'on a trouvé la bonne molécule, et l'échange et le dialogue avec un psychiatre. Il y a bien évidemment, c'est très très important, l'entourage familial et amical. Il y a le travail du temps et il y a le travail sur soi. Et si le premier petit rebond, un petit geste, quelque chose, une décision, enfin une capacité de s'occuper des autres, parce que le déprimé ne dit jamais aux autres comment tu vas, il s'en fout, il ne pense qu'à lui. Si ce petit déclic est assimilé, est utilisé, après c'est une série de petits pas, c'est comme apprendre à marcher, réapprendre à marcher. Une dépression, quand on en sort en partie parce qu'on arrive à s'accepter et à mieux se comprendre. Donc il y a d'abord ça. Une plus grande clarté, une plus grande lucidité sur soi et donc sur les autres. Parce qu'on peut reporter sur les autres ce qui vous est arrivé. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie ? Moi, je ne suis pas fier de mes chutes ou de mes rebonds. Je suis fier de mes enfants. Je suis fier de ma famille, de ce qu'ils sont en train de devenir, de l'amour et l'intelligence de mon épouse. Et puis peut-être des livres et des films que j'ai signés. Être fier d'avoir chuté, rebondi, bon, ben, la vie est faite de ça. Hein. Il n'y a pas de ligne continue dans une vie. Une vie, c'est des fractures, ça recommence. C'est comme le succès, il n'y a pas de succès continu, il y a des échecs. Le bonheur n'est jamais continu, il y a le malheur, il y a le bonheur. Il faut savoir profiter du moment quand il arrive. Toute épreuve de santé importante, grave, dangereuse, quand on en sort, obligatoirement vous permet de mieux vous connaître, mieux vous comprendre, sans doute mieux vous accepter et surtout mieux comprendre les autres. C'est-à-dire que la douleur qu'on a vécue vous rend plus solidaire de la douleur des autres. Donc si on se sert de cela, c'est Pascal qui disait du bon usage des maladies, eh bien ça vous donne un plus grand sens au fond de la solidarité, de la fraternité et même aussi de la relativité. Ça permet de mieux relativiser ce qui est grave et ce qui ne l'est pas. Pour conclure, quelle est votre devise ? Oh, ben les devises, on en a tous beaucoup. Moi, j'ai la tête pleine de citations, mais quand on me pose la question, je n'en trouve aucune. Je crois tout simplement, et ça c'est une vérité éternelle, que seul l'amour vous sauve. Seul l'amour nous sauve. Voilà la belle phrase de Philippe Labro. Effectivement, à l'âge de 15-16 ans, j'ai eu une polyarthrite, une maladie des os, et qui m'a cloué au lit pendant 6 mois, 6-8 mois. Et mais du coup, voilà, j'ai commencé à jouer vraiment de la guitare et ça m'a permis de prendre une autre voie, celle de la musique. Il y a eu des événements vraiment importants dans votre vie qui auraient pu d'ailleurs vous détruire complètement et qui auraient pu faire qu'aujourd'hui, vous ne soyez plus avec nous. Ça aurait été dommage. Un accident. Notamment un accident de voiture. Vous avez à peu près 31 ans. Alors, au moment où vous avez le succès, c'est ça qui est incroyable, la vie, hein. Au moment où vous récoltez le succès, vous avez un accident dramatique de voiture et les médecins vous disent « vous ne remarcherez plus, vous serez paralysé ». Je suis paralysée pendant 8 mois. Je suis dans une coquille en plâtre et je suis couchée comme un légume, quoi.
Il y a un soir où je veux me suicider. Je me dis non, je ne peux plus vivre comme ça. Je ne veux pas infliger à mon mari, à mes parents, à ma fille, l'image d'une femme qui peut rien faire, qu'on doit tout faire pour elle. C'est pas ça. Pour moi, la vie, c'est pas ça. Et je commence pendant une dizaine de jours à amasser les pilules qu'on me donne pour dormir. Et je le mets de côté dans un petit Kleenex, un après l'autre. Et quand j'en ai déjà 12, je dis maintenant c'est bon, le compte est bon. Et c'est là où je commence à entendre une voix dans ma tête qui me dit « Qu'est-ce que tu as fait pour guérir? Tu n'as rien fait du tout. Qu'est-ce que tu te plains ?» Et je me dis à moi-même « Qu'est-ce que c'est cette connerie-là? Je suis dans la meilleure des cliniques avec les meilleurs des médecins. Je suis là, on s'occupe de moi. » Et ça me harcèle, cette voix-là. Ça me harcèle. « Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait pour guérir. » En 96. Il faut revenir à cette époque-là parce que il faut qu'on en parle. Hein. Quand la presse se déchaîne sur vous, comment vous expliquez que il y a encore 10 ans, vous aviez une mauvaise image et qu'aujourd'hui vous avez pu rebondir pour finalement avoir le succès qu'on connaît? Je crois que ce qui est important, c'est qu'à certains moments dans votre carrière, il y a des gens qui vous fassent confiance. Et c'est vrai que quand je passais des coups de fil, personne me prenait en ligne. Les gens avaient plus envie que je bosse avec eux à cause de cette image qui collait à la peau. Et il se trouve que dans le groupe Énergie, à l'époque, il y avait des gens qui me connaissaient parce que j'avais un peu travaillé avec eux avant l'époque TF1. Et ces gens-là, eux, me connaissaient tel que j'étais vraiment et non pas par l'image qui était renvoyée par la presse. Et c'est à ce moment-là qu'eux ont dit, bon, nous on te connaît, on sait ce que tu vaux vraiment, donc viens bosser chez nous, viens travailler avec nous parce qu'on sait qui tu es. Vous disiez que vous aviez eu un accident de voiture? Oui, j'ai eu un accident de voiture très grave. Vous aviez quel âge à peu près? J'avais 35 ans. 35 ans, donc vous étiez vraiment j'étais au sommet, étoiles, oui. reconnu, adulé, oui. Et là, ça c'est la tuile, quoi. Donc, oui, c'est la tuile. Mais oui, mais là, c'est aussi grâce à la danse si je me suis remis très très bien. Les médecins sont venus, ils étaient 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vraiment travaillé, quoi. J'ai dit, mais vous m'avez dit de faire ça. J'ai fait ça toute la journée, j'ai que ça à faire. Moi, je suis bloqué, j'ai la jambe dans le plat. Malgré les souffrances, vous arriviez à faire ces exercices? Ah, mais oui, je m'arrêtais dès que j'avais trop mal, puis je recommençais. Mais j'ai fait ça 12 heures par jour. Et il est bien évident qu'au bout d'un mois, j'avais tout récupéré. Ouais, c'est des beaux témoignages, hein. C'est vraiment formidable. À côté de toutes ces épreuves, on se dit qu'on est peu de choses. Hein. Ça relativise énormément nos petits mots au quotidien. Et on a une question de la part de Thierry qui est dans le public et qui voudrait s'adresser à Philippe, le psychothérapeute. Oui, bonjour. Je voulais savoir si on se remettait définitivement d'un coup dur ou bien est-ce qu'on apprenait finalement à vivre avec? Ouais. Alors ça, c'est important. On a toujours l'impression, et ça a été la difficulté du concept de résilience, c'est que lorsqu'on est résilient, lorsqu'on surmonte un traumatisme, c'est à vie. Ça, c'est vraiment une difficulté puisqu'effectivement, c'est quelque chose qui se construit et qui peut aussi vite se détruire. C'est ce que j'appelais donc les effondrements psychologiques tardifs. On l'a vu sur pas mal de personnes qui, sur le tard, finalement s'effondrent. Donc effectivement, la résilience, c'est une construction après un traumatisme qui est fragile, qui se tisse avec le temps et qui peut très vite s'effondrer. D'où l'intérêt, encore une fois, d'être vrai avec ses émotions, de savoir mettre en mots et de partager quand même le vécu plutôt que de le ranger définitivement dans un coin en pensant que ça y est, je m'en suis sorti. Bien, merci Stéphane. Je vous ai appelé Philippe, mais c'est Stéphane en fait. Hein. J'adore Philippe. On a une question également d'Alain qui est dans le public et qui voudrait s'adresser à Stéphanie Fugain. Alain. Oui, bonjour. Tout d'abord, bravo pour votre leçon de courage. Ça nous fait du bien d'entendre ça malgré les épreuves que vous avez subies. Et moi, je voudrais savoir en quoi, Stéphanie, êtes-vous aujourd'hui une femme différente? Je ne suis pas certaine d'être différente non plus, si ce n'est que en ayant approché de très près la souffrance de ma fille ou des autres maintenant, puisque au cœur de l'association, je suis en contact avec beaucoup de malades, ça apprend simplement à se dépouiller des choses qui ne servent à pas grand-chose et à ne voir, à voir beaucoup mieux. Voilà, on a l'impression d'avoir mis une paire de lunettes qui vous permet de voir et de sentir partout. Mais je ne me sens pas tellement différente. J'ai utilisé probablement davantage mes moyens et mes émotions. Bien, merci Stéphanie. On a une question également de Sarah. Bonjour. Bonjour Sarah. Donc voilà, je voulais vous poser une question. Donc quelle est selon vous la meilleure façon donc de ne pas broyer du noir? Ça c'est pour regarder la vie telle qu'elle est. Elle n'est pas noire.
Et si jamais vous voyez la vie en noir, eh bien, il y a d'autres types de lunettes, d'autres colorations possibles. Il suffit juste d'en parler autour de vous et en général, on la voit mieux. Il y a une petite phrase que j'aime bien et que j'applique aussi à moi-même, c'est la vie a les couleurs qu'on lui donne, en fait. Puisqu'on parle de noir, justement, j'y pense là, Stéphane. Sarah, est-ce que ça vous convient comme réponse?